l'agence Barnett et compagnie, les 12 africaines de Béchou. Le premier soin de M. Gassir en s'éveillant fut de vérifier si le paquet de titres rapporté par lui la veille au soir se trouvait bien sur la table de nuit où il l'avait déposé. Rassuré, il se leva et fit sa toilette. Nicolas Glassir, petit homme gras de corps et maigre de visage, exerçait dans le quartier des Invalides la profession d'homme d'affaires et groupait autour de lui une clientèle de gens sérieux qui lui confiaient leurs économies et auxquels il servait de jolis intérêts grâce à d'heureuses spéculations de bourse et à de secrètes opérations usuraires. Il occupait au premier étage d'une étroite et vieille maison dont il était propriétaire un appartement composé d'une antichambre, d'une chambre, d'une salle à manger à usage de cabinet de consultation, d'une pièce où venaient travailler 3 employés et tout au bout d'une cuisine. Très économe, il n'avait pas de bonne. Chaque matin, la concierge, lourde femme active et réjouie, lui montait son courrier à 8 heures, faisait le ménage et déposait sur son bureau un croissant et une tasse de café. Ce matin-là, cette femme repartit à 8h30 et M. Gassir, ainsi que chaque jour, en attendant ses employés, mangea tranquillement, décacheta ses lettres et parcourut son journal. Or, tout à coup, à 9h moins 5 exactement, il crut entendre du bruit dans sa chambre. Se souvenant du paquet de titres qu'il y avait laissé, il s'élança. Le paquet de titres n'y était plus, et en même temps, la porte de l'antichambre sur le palier se refermait violemment. Il voulut l'ouvrir, mais la serrure ne fonctionnait qu'avec la clé, et cette clé, M. Gassir l'avait laissée sur son bureau. « Mais si je vais le chercher, pensa-t-il, le voleur s'enfuira sans être vu. » M. Gassir ouvrit donc la fenêtre de l'antichambre qui donnait sur la rue. À cet instant, il était immatériellement impossible que quelqu'un eût eu le temps de quitter la maison. Et de fait, la rue était déserte. Si affolé qu'il fût, Nicolas Gassir ne cria pas au secours. Mais quelques secondes plus tard, apercevant son principal employé qui débouchait du boulevard voisin et s'en venait vers la maison, il lui fit signe. « Vite, vite, Sarlona » dit-il en se penchant. « Entrez, refermez la porte et que personne ne passe. On m'a volé !» Dès que son ordre fut exécuté, il descendit en hâte, haletant et perdu. « Eh bien, Sarlona, personne ?»« Personne, monsieur Gassir. » Il courut jusqu'à la loge de la concierge qui se trouvait entre le bas de l'escalier et une courette obscure. La concierge balayait. « On m'a volé, madame Main !» s'exclama-t-il. « Personne n'est venu se cacher ici ?»« Mais non, monsieur Gassir, » balbutia la grosse femme ahurie. « Mais où mettez-vous la clé de mon appartement ?»« Ici, monsieur Gassir, derrière la pendule. Du reste, on n'a pas pu la prendre puisque j'ai pas bougé de ma loge depuis une demi-heure. » Alors, mais c'est que le voleur, au lieu de descendre, a remonté l'escalier. Ah, mais c'est effrayant, effroyable. Nicolas Gassir revint près de l'entrée. Ses 2 autres employés arrivaient. En quelques phrases essoufflées, il leur donna en toute hâte ses instructions. Personne ne devait passer, ni dans un sens ni dans l'autre, avant qu'il ne fût de retour. « Compris, hein, Sarlona ?» Aussitôt, il escalada l'étage et s'engouffra chez lui. « Allô » hurla-t-il en empoignant le cornet du téléphone. « Allô, la préfecture de police ?»« Non, mademoiselle, je ne vous demande pas la préfecture, je vous demande le café de la préfecture. »« Oh, le numéro, je sais pas. Vite, les renseignements. Au galop, mademoiselle. » Il réussit enfin à obtenir le patron du café et proféra. «
L'inspecteur Béchou est là, appelez-le. Tout de suite, au galop. C'est un de mes clients. Pas une seconde à perdre. Allô, l'inspecteur Béchou. C'est monsieur Gassir qui vous téléphone, Béchou. Oui, oh, ça va bien, ou plutôt non. On m'a volé des titres, un paquet. Je vous attends. Hein, quoi? Impossible? Vous partez en congé? Mais je m'en fiche de votre congé. Rappliquez au galop, Béchou, au galop. Vos 12 actions des mines africaines étaient dans le paquet. Monsieur Gassir entendit au bout de la ligne un formidable nom de qui le rassura pleinement sur les intentions et sur la promptitude de l'inspecteur Béchou. En effet, 15 minutes plus tard, l'inspecteur Béchou arrivait en coup de vent, la figure décomposée, et se ruait sur l'homme d'affaires. Mes africaines, toutes mes économies, où sont-elles? Volées, avec les titres de mes clients, avec tous mes titres à moi. Volées. Oui, dans ma chambre, il y a une demi-heure. Creble, mais qu'est-ce que mes africaines faisaient dans votre chambre? Eh bien, j'ai retiré le paquet hier de mon coffre du Crédit Lyonnais pour les confier à une banque. C'était plus commode et j'ai eu tort. Béchou lui appliqua sur l'épaule une main de fer. Vous êtes responsable, Gassir. Vous me rembourserez. Mais avec quoi? Je suis ruiné. Ruiné, cette maison. Hypothéquée jusqu'à la gauche. Les deux hommes sautaient et vociféraient l'un en face de l'autre. La concierge et les trois employés avaient perdu la tête aussi et barraient le passage à deux jeunes filles, deux locataires du troisième, qui voulaient sortir à tout prix de la maison. Personne ne sortira, cria Béchou hors de lui. Personne avant qu'on ait retrouvé mes 12 africaines. Il faudrait peut-être du secours, prononça Gassir. Le garçon boucher, l'épicier, ce sont des gens de confiance. Bon, j'en veux pas, articula Béchou. S'il faut quelqu'un, on téléphonera à l'agence Barnett de la rue de la Borde. Et puis on portera plainte. Mais ce serait du temps perdu. Pour le moment, il faut agir. Il essayait de se dominer, incité au calme par ses responsabilités de chef. Mais ses gestes nerveux et la crispation de sa bouche trahissaient un désarroi extrême. Du sang-froid, dit-il à Gassir. Somme toute, nous tenons le bon bout. Personne n'est sorti. Donc il faut mettre la main sur mes 12 africaines avant qu'on ne puisse les glisser dehors. C'est l'essentiel. Il interrogea les deux jeunes filles. L'une, dactylographe, copiait chez elle des circulaires et des rapports. L'autre donnait chez elle aussi des leçons de flûte. Toutes deux désiraient faire leurs provisions pour le déjeuner. Mille regrets, répliqua Béchou, inflexible. Mais ce matin, la porte de la rue restera close. Monsieur Gassir, deux de vos employés s'y tiendront en permanence. Le troisième fera les courses des locataires. Cet après-midi, ceux-ci pourront passer, mais avec mon autorisation. Et tout colis, carton, filet à provisions, paquet suspect seront rigoureusement examinés. Voilà la consigne. Quant à nous, monsieur Gassir, à l'ouvrage. La concierge nous conduira. La disposition des lieux rendait les investigations faciles. 3 étages, un seul appartement par étage, ce qui faisait 4 avec celui du rez-de-chaussée, inoccupé pour l'instant. Au premier, M. Gassir, au second, M. Touffemont, député, ancien ministre, au troisième, qui était divisé en 2 petits logements, Mademoiselle Legoffier, dactylographe, et Mademoiselle Aveline, professeure de flûte.
Ce matin-là, le député Touffémont s'en était allé à 8h30 à la Chambre, où il présidait une commission, et son ménage étant fait par une voisine qui ne venait qu'à l'heure du déjeuner, on attendit son retour. Mais les logements des deux demoiselles furent l'objet d'une enquête minutieuse. Puis on scruta tous les recoins du grenier, auquel on accédait par une échelle, puis la courette, puis l'appartement de M. Nicolas Gassire lui-même. On ne trouva rien. Béchou pensait amèrement à ces 12 africaines. Vers midi, le député Touffémont arriva. Parlementaire grave, alourdi de son portefeuille d'ancien ministre, grand travailleur, respecté de tous les partis, et dont les interpellations rares mais décisives faisaient trembler les gouvernements. D'un pas mesuré, il alla prendre son courrier dans la loge de la concierge, où Gassire le rejoignit et lui expliqua le vol dont il était victime. Le député Touffémont écouta avec l'attention réfléchie qu'il semblait accorder aux propos les plus insignifiants, promit son concours au cas où Gassire déciderait de porter plainte, et insista pour que l'on fouillât son appartement. Qui sait, dit-il, si quelqu'un ne s'est pas procuré une fausse clé. On chercha, rien. Décidément, l'affaire se présentait mal, et les deux hommes essayaient tour à tour de se remonter le moral par des phrases réconfortantes, mais elles sonnaient faux. Ils décidèrent de se restaurer dans un petit café, situé en face, bien entendu, ce qui leur permettrait de ne pas quitter la maison de l'œil. Mais Béchou n'avait pas faim. Ces 12 africaines lui pesaient sur l'estomac. Gassire se plaignit de vertige et tous deux retournaient la question en tous sens, avec l'espoir d'y découvrir des motifs de sécurité. « Mais c'est bien simple, dit Béchou. Quelqu'un s'est introduit chez vous et a dérobé les titres. Or, comme ce quelqu'un n'a pas pu s'en aller, c'est qu'il est dans la maison. » Parbleu, approuva Gassire. Et s'il est dans la maison, c'est que mes 12 africaines s'y trouvent également. Ça ne s'envole pas à travers les plafonds, 12 africaines, que diable. Et un paquet de titres non plus, renchérit Nicolas Gassire. Nous en arrivons donc, continua Béchou, à cette certitude, fondée sur des bases solides, à savoir que... Il n'acheva pas. Ses yeux exprimaient une terreur subite. Il regardait de l'autre côté de la rue où un individu cheminait vers la maison d'un pas guilleret. « Barnett » murmura-t-il. « Barnett, mais qui donc l'a prévenu ?»« Vous m'aviez parlé de lui, de l'agence Barnett de la rue de la Borde, » confessa Gassire un peu gêné. « Et j'ai cru que dans des circonstances aussi cruelles, un coup de téléphone n'était pas inutile. » « Mais c'est idiot, bredouilla Béchou. Qu'est-ce qui dirige l'enquête, vous ou moi? Barnett n'a rien à voir là-dedans. Barnett est un intrus dont il faut se méfier. Ah non, alors pas de Barnett. » La collaboration de Barnett lui paraissait soudain la chose la plus dangereuse du monde. Jim Barnett dans la maison. Jim Barnett mêlé à cette affaire. C'était, au cas où les recherches aboutiraient, l'escamotage du paquet de titres et principalement des 12 africaines. Furieux, il franchit la rue, et comme Barnett se disposait à frapper à la porte, il se planta devant lui et tout bas, la voix frémissante. « Allez, décampez, pas besoin de vous. On vous a appelé par erreur. Fichez-nous la paix vivement. » Barnett le regarda d'un œil étonné. « Ah, ce vieux Béchou, qu'est-ce donc? T'as pas l'air dans ton assiette. » « Tourne et bride. Oh, c'est donc sérieux ce qu'on m'a dit au téléphone. T'as été refait de ton pécule, alors? Tu veux pas un petit coup de main? Décampe,
grinça Béchou. On sait ce que ça veut dire, tes petits coups de main. Ça se passe dans la poche des gens. Ah, t'as peur pour les Africaines. Oui, si tu t'en mêles. Bon, non, n'en parle non plus, débrouille-toi. Alors tu t'en vas. Pas mal, j'ai affaire dans la maison. Et s'adressant à Gassir, qui le rejoignait et entrouvrait la porte, Pardon, monsieur, c'est bien ici que demeure mademoiselle Aveline, professeure de flûte, second prix du conservatoire. Béchou s'indigna. Oui, tu la demandes parce que tu vois son adresse sur la plaque. Et après, dit Barnett, n'ai-je pas le droit de prendre des leçons de flûte? Pas ici. Ah, je regrette, mais j'ai une passion pour la flûte. Je m'oppose formellement. Flûte! Barnett passa l'autorité sans qu'on osât le retenir. Très inquiet, Béchou le vit qui montait l'escalier, et 10 minutes après, l'accord s'étant fait sans doute avec mademoiselle Aveline, on entendit, qui descendait du 3e étage, les gammes hésitantes d'une flûte. Crédin, marmotta Béchou de plus en plus tourmenté pour ces douces africaines. Avec cet Himalaya, ah, où allons-nous? Il se remit rageusement à la besogne. On visita le rez-de-chaussée inoccupé, ainsi que la loge de la concierge, où à la rigueur on aurait pu jeter les paquets de titres. Vainement. Là-haut, cependant, durant toute l'après-midi, la flûte sifflota, agaçante et goguenarde. Comment travailler dans de telles conditions? Enfin, sur le coup de 6 heures, chantelant et sautillant, Barnett apparut, un grand carton à la main. Un carton? Béchou poussa une exclamation indignée et saisit l'objet dont il arracha le couvercle. Il y avait dedans de vieilles formes de chapeaux et des fourrures mangées au vert. Bien, comme elle n'a pas le droit de sortir, mademoiselle Aveline m'a prié de jeter tout ça, dit Barnett gravement. Elle est très jolie, tu sais, mademoiselle Aveline. Et quel talent sur la flûte! Elle prétend que j'ai des dispositions étonnantes et que, si je persévère, je pourrais briguer un poste d'aveugle sur les marges d'une église. Toute la nuit, Béchou et Gassir demeurèrent en faction, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, afin d'empêcher que le paquet ne fût lancé par la fenêtre à un complice. Et le lendemain matin, ils se remirent à l'œuvre, mais sans que leur acharnement fût récompensé. Les 12 africaines de l'un et les titres de l'autre se cachaient avec obstination. À 3 heures, Jim Barnett se présenta de nouveau, le carton vide à la main, et fila tout droit avec le petit salut affable d'un monsieur que l'emploi de son temps satisfait pleinement. La leçon de flûte eut lieu. Gamme, exercice, fausses notes, et soudain un silence qui se prolongea, inexplicable, et qui intrigua Béchou au-delà de toute expression. Mais que diable peut-il faire? Se demandait-il, imaginant tout un système de recherche effectué par Barnett et qui aboutissait à des trouvailles extraordinaires. Il monta les 3 étages et prêta l'oreille. Chez le professeur de flûte, aucun bruit. Mais chez sa voisine, mademoiselle Le Goffier, stélodactylographe, on entendait une voix d'homme. C'est sa voix, pensa Béchou, dont la curiosité n'avait plus de bornes. Et incapable de se contenir, il sonna. Entrez, cria Barnett de l'intérieur, la clé est sur la porte. Béchou entra. Mademoiselle Le Goffier, une fort jolie brune, était assise devant sa table,
près de sa machine à écrire et sténographiait sur des feuilles volantes les paroles de Barnett. « Ah, tu viens pour une perquisition, dit celui-ci, ne te gêne pas. Mademoiselle n'a rien à cacher, et moi non plus. Je dicte mes mémoires, tu permets ?» Et tandis que Béchou regardait sous les meubles, il continua. « Ce jour-là, l'inspecteur Béchou me trouva chez la charmante mademoiselle Le Goffier, à qui la jeune flûtiste m'avait recommandé, et il se mit en quête de ces 12 africaines qui fuyaient toujours éperdument. Sous le canapé, il récolta 3 grains de poussière, sous l'armoire une talonnette. L'inspecteur Béchou ne néglige aucun détail. Quel métier! Béchou se releva, montra le poing à Barnett et l'injuria. L'autre poursuivait sa dictée. Béchou s'en alla. Un peu plus tard, Barnett descendait avec son carton. Béchou, qui montait la garde, hésita. Mais il avait trop peur et il ouvrit le carton qui contenait simplement de vieux papiers et des chiffons. La vie devint insupportable pour l'infortuné Béchou. La présence de Barnett, son persiflage et ses taquineries le jetaient dans une rage croissante. Chaque jour, Barnett revenait, et après chaque leçon de flûte ou chaque séance de sténodactylographie, exhibait son carton. Que faire? Béchou ne doutait pas que ce fût une nouvelle farce, et que Barnett se gaussât de lui. Mais tout de même, si par hasard, cette fois, Barnett emportait les titres, s'il se sauvait avec les 12 africaines, s'il profitait de l'occasion pour déménager son butin, alors, bon gré, mal gré, Béchou fouillait, vidait, glissait une main fébrile parmi les objets les plus hétéroclites, torchons déchirés, loques, plumeaux sans plumes, balais cassés, cendres de cheminée, épluchures de carottes. Et Barnett se tenait les côtes de rire. Elles y sont pas. Trouvera pas. Oh, bougre de Béchou, m'auras-tu fait rigoler? Cela dura toute une semaine. Béchou perdait là, dans une lutte impuissante, tout son congé et en outre se rendait infiniment ridicule dans le quartier. Nicolas Gassir et lui, en effet, n'avaient pu s'opposer à ce que les locataires, tout en acceptant d'être palpés et fouillés, vaquassent à leurs affaires. On jasait. La mésaventure de Gassir faisait du bruit. Ses clients affolés assiégeaient son bureau et réclamaient leur argent. De son côté, monsieur le député Touffémont, ancien ministre, dérangé dans ses habitudes, et qui 4 fois par jour, en sortant ou en rentrant, assistait à toute cette effervescence, sommait Nicolas Gassir de prévenir la police. La situation ne pouvait guère se prolonger. Un incident brusqua les choses. Une fin d'après-midi, Gassir et Béchou entendirent le bruit d'une violente dispute qui venait du 3e. Trépillements, cris de femmes, cela semblait sérieux. Ils grimpèrent en hâte les 3 étages. Sur le palier, mademoiselle Aveline et mademoiselle Le Goffier se battaient férocement, sans que les efforts de Barnett, qui se divertissait beaucoup d'ailleurs, réussissent à les maîtriser. Les chignots avaient sauté, les corsages étaient déchirés, et les invectives s'entrechoquaient. On les sépara. La dactylographe eut une crise de nerfs, et Barnett dut la transporter chez elle, tandis que le professeur de flûte exhalait sa fureur. « Mais je les ai surpris tous deux, elle et lui !» criait mademoiselle Aveline. Barnett, qui m'avait fait la cour d'abord, l'embrassait.
Un drôle de type que ce Barnett. Vous devriez lui demander, monsieur Béchou, ce qu'il manigance ici depuis 8 jours et pourquoi il passe son temps à nous interroger et à fureter partout. Tenez, je peux vous le dire, il sait qui a volé. Oui, c'est la concierge, oui, madame Alain. Alors pourquoi m'a-t-il défendu de vous en souffler mot? Et puis pour les titis, il connaît la vérité. La preuve, ce qu'il m'a dit. Ils sont dans la maison sans y être, et ils n'y sont pas, tout en y étant. Méfiez-vous de lui, monsieur Béchou. Jim Barnett, qui en avait fini avec le dactylographe, empoigna mademoiselle Aveline et la poussa énergiquement vers sa chambre. Allons, mon cher professeur, pas de potin, ne parlez pas de ce que vous ignorez. En dehors de votre flûte, vous bafouillez. Béchou n'attendit point qu'il fût de retour. Les révélations de mademoiselle Aveline sur ce que pensait Jim Barnett avaient aussitôt éclairé l'affaire dans son esprit. Oui, la coupable était madame Alain. Comment n'y avait-on pas songé? Emporté par une conviction rageuse, il dégringola l'escalier, suivi de Nicolas Gassir, et se précipita dans la loge. Mes africaines, où sont-elles? C'est vous qui les avez volées. Nicolas Gassir arrivait à son tour. Mes titres, qu'en avez-vous fait, voleuse? Tous deux secouaient la grosse femme, la tiraillaient, chacun par un bras, et la harcelaient de questions et d'insultes. Elle ne répondait pas. Elle semblait abasourdie. Ce fut pour madame Alain une nuit affreuse à laquelle succédèrent 2 jours non moins pénibles. Pas une seconde Béchou n'admit que Jim Barnett se fût trompé. D'ailleurs, à la lumière de cette accusation, les faits prenaient leur véritable sens. La concierge, qui devait avoir, en faisant le ménage, noté la présence insolite du paquet sur la table de nuit, et qui seule possédait la clé, avait fort bien pu, connaissant les habitudes régulières de M. Gassir, rentrer dans l'appartement, mettre la main sur les titres, se sauver et se réfugier dans sa loge où Nicolas Gassir la retrouvait. Béchou se découragea. Oui, évidemment, disait-il, c'est cette coquine qui a fait le coup, mais au fond, le mystère demeure entier. Que le coupable soit la concierge ou n'importe qui, cela compte peu tant qu'on ne saura pas ce qu'ont devenu mes 12 africaines. J'admets qu'elle les ait rapportées dans la loge, mais par quel prodige en sont-elles sorties, entre 9 heures et l'heure de nos recherches dans la loge? Ce mystère, oh, la grosse femme, malgré les menaces, malgré les tortures morales qu'on lui fit subir, refusa d'en donner l'explication. Elle nia tout, elle n'avait rien vu, elle ne savait rien, et quoique sa culpabilité ne laissât aucun doute, elle demeura inflexible. « Il faut en finir, dit un matin Gassir à Béchou. Vous avez vu que le député Tout-fait-bon a renversé le ministère hier soir. Les journalistes vont interviewer. Pourrons-nous les fouiller, eux ?» Béchou avoua que la position était intenable. « Bon, dans 3 heures je saurai tout, affirma-t-il. L'après-midi, il alla frapper à l'agence Barnett. « Ah, je t'attendais, Béchou, que veux-tu ?»« Oh, ton aide, je n'en sors pas. » La réponse était loyale et la démarche prenait toute sa valeur. Béchou faisait amende honorable. Jim Barnett s'empressa autour de lui, le saisit affectueusement par les épaules, lui serra la main, et avec une délicatesse charmante, lui épargna les humiliations de la défaite. Ce ne fut pas l'entrevue du vainqueur et du vaincu, mais la réconciliation de 2 camarades. En vérité, mon vieux Béchou, le petit malentendu qui nous séparait me peinait infiniment.
deux copains comme nous, adversaires. Quelle tristesse, je n'en dormais plus. Béchou fronça les sourcils, et en sa conscience de policier, il se reprochait amèrement ses cordiales relations avec Barnett, et s'indignait que le destin eût fait de lui le collaborateur et l'obligé de cet homme qu'il considérait comme un filou. Mais hélas, il y a des circonstances où les plus honnêtes fléchissent, et la perte de 12 africaines est au nombre de celles-là. Étouffant ses scrupules, il murmura « C'est bien la concierge, n'est-ce pas ?»« Ouais, c'est elle, pour cette raison, entre beaucoup d'autres, que ce ne peut être qu'elle. » Mais comment cette femme, si respectable jusque-là, a-t-elle pu commettre un tel acte? Mais si tu avais eu la précaution élémentaire de prendre des renseignements sur elle, tu saurais que la malheureuse est affligée d'un fils qui est la pire des fripouilles et qui lui soutire tout son argent. C'est pour lui qu'elle a succombé à la tentation. Béchou tressaillit. Elle a réussi à lui refiler mes africaines, dit-il en tremblant. Oh, ça, non, je l'aurais pas permis. Tes 12 africaines, c'est sacré. Mais où sont-elles alors? Pas dans ta poche. Oh, ne plaisante pas, Barnett. Mais je ne plaisante pas, Béchou. Quand il s'agit de choses aussi graves, vérifie. Béchou glissa vers la poche, désignait une main timide, palpa et tira une large enveloppe ornée de cette adresse à mon ami Béchou. Il la décacheta, aperçut ses africaines, en compta 12, pâlit, vacilla sur ses jambes et renifla un flacon de sel que Barnett picola sous le nez. « Respire, Béchou, ne t'évanouis pas. » Béchou ne s'évanouit pas, mais il essuya quelques larmes furtives. La joie, l'émotion lui étreignaient la gorge. Certes, il ne doutait point que Barnett lui eût fourré l'enveloppe dans la poche dès son entrée durant leurs effusions. Mais les 12 africaines n'en étaient pas moins là, entre ses mains frémissantes, et Barnett ne lui apparaissait plus du tout comme un filou. Recouvrant tout à coup ses forces, il se mit à gambader et à danser un pas espagnol en s'accompagnant d'imaginaires castagnettes. « Je les ai, au bercail, les africaines. Ah, Barnett, quel grand bonhomme tu es! Il n'y a pas 2 Barnett au monde, il n'y en a qu'un, le sauveur de Béchou. Barnett, tu mérites une statue. Barnett, tu es un héros. Mais comment diable as-tu pu réussir? Raconte, Barnett. » Une fois de plus, la façon dont Barnett avait mené les événements stupéfiait l'inspecteur Béchou. Stimulé par sa curiosité professionnelle, il demanda « Et alors, Barnett ?»« Alors quoi? Eh oui, comment as-tu démêlé tout cela? Où se trouvait le paquet? » ?»« Dans la maison sans y être, aurais-tu dit. »« Oui, et hors de la maison, tout en y étant, » plaisanta Barnett. « Raconte, » implora Béchou. « Tu donnes ta langue au chat? Oh, tout ce que tu voudras. Et tu n'auras plus avec moi, pour des peccadilles, ces airs de réprobation qui me désolent, qui me font croire parfois que j'ai quitté le droit chemin. Raconte, Barnett. »« Ah !» s'écria celui-ci, « quelle histoire charmante ! Bien que je t'en avertisse, mon vieux Béchou, tu n'auras aucune des illusions. Je n'ai jamais rien rencontré de plus joli, de plus inattendu, de plus spontané et de plus roublard, de plus humain à la fois et de plus fantaisiste. Et c'est tellement simple que toi, Béchou, un bon policier, cependant, muni de qualités supérieures, tu n'y as vu que du feu. » « Enfin, parle, dit Béchou, vexé. Comment le paquet de titres a-t-il quitté la maison? » « Mais sous tes yeux, ineffable Béchou.
Et non seulement il a quitté la maison, mais il y est rentré. Et il la quittait 2 fois par jour. Et il y rentrait 2 fois par jour. Et sous tes yeux, Béchou, sous tes yeux candides et bénévoles. Et pendant 10 jours, tu t'inclinais devant lui avec des salutations respectueuses. Un morceau de la vraie croix passait devant toi. Pour un peu, tu te serais mis à genoux. Allons donc, s'écria Béchou, c'est absurde puisque tout était fouillé. Tout était fouillé, Béchou, mais pas cela. Les colis, les cartons, les sacs à main, les poches, les chapeaux, les boîtes de conserve, les boîtes à ordures, oui, mais pas cela. Aux gardes-frontières, on visite les voyageurs, mais on ne visite pas la valise diplomatique. Ainsi tu as tout visité, sauf cela. Quoi, cela s'écria Béchou, impatienté. Ah, je te le donne en 1000. Mais parle, crénon d'un chien. Mais le portefeuille de l'ancien ministre. Béchou sauta de son siège. Hein, que dis-tu, Barnett? Tu accuses le député Touffémont. Oh non, tu es fou, est-ce que je me permettrais d'accuser un député? A priori, un député, ancien ministre, est insoupçonnable. Et parmi tous les députés et tous les anciens ministres, Dieu sait si ça pullule, je considère Touffémont comme le plus insoupçonnable. N'empêche qu'il servit de receleur à Madame Alain. Un complice en ce cas, le député Touffémont serait complice. Non, pas davantage. Alors, qui accuses-tu? Qui j'accuse? Oui. Son portefeuille? Et posément, gaiement, Barnett expliqua. Le portefeuille d'un ministre, Béchou, est un personnage considérable. Il y a, de par le monde, M. Touffémont, et il y a son portefeuille. L'un ne va pas sans l'autre, et chacun est la raison d'être de l'autre. Tu n'imagines pas que M. Touffémont sans son portefeuille, mais tu n'imagines pas non plus le portefeuille de M. Touffémont sans M. Touffémont. Ils ne se séparent jamais l'un de l'autre. Seulement, il arrive que M. Touffémont pose quelquefois son portefeuille à côté de lui, pour manger par exemple, ou pour dormir, ou pour accomplir tel geste de la vie courante. Dans ces moments-là, le portefeuille de M. Touffémont prend une existence personnelle et peut se prêter à des actes dont M. Touffémont n'est nullement responsable. C'est ce qui est arrivé le matin du vol. Béchou regardait Barnett. Où voulait-il en venir? Barnett répéta. Oui, c'est ce qui est arrivé le matin où tes 12 africaines ont été subtilisées. La concierge, affolée par son vol, bouleversée par le péril qui approche, ne sachant comment se débarrasser d'un butin qui va la perdre, avise tout à coup sur sa cheminée, ô miracle, le portefeuille de M. Touffémont tout seul. M. Touffémont vient d'entrer dans la loge pour prendre son courrier. Il a déposé son portefeuille sur la cheminée et décachette ses lettres, tandis que Nicolas Gassire et toi, Béchou, vous lui racontez la disparition des titres. Alors une idée de génie. Ah oui, de génie, il n'y a pas d'autre mot. Illumine Madame Alain. Le paquet de titres, lui aussi, est sur la cheminée, à côté du portefeuille, et caché sous des journaux. On n'a pas encore fouillé la loge, mais on va la fouiller et découvrir le poteau rose. Pas une minute à perdre. Et vivement, en quelques gestes, tournant le dos au groupe qui discute, elle ouvre le portefeuille, elle vide de ses papiers l'une des 2 poches à soufflet, et elle y enfourne le paquet de titres. C'est fait, personne n'a rien soupçonné. Et comme M. Touffémont se retire, son portefeuille sous le bras, il s'en va avec tes 12 africaines et tous tes titres de Gassire.
Béchou n'éleva pas la moindre protestation. Lorsque Barnett affirmait avec un certain accent de conviction définitive, Béchou se soumettait à l'irréfutable vérité. Il croyait, il avait la foi. J'ai vu en effet ce jour-là, dit-il, une liasse de papiers, de rapports. Je n'ai pas fait attention. Mais ces papiers, ces rapports, elle a dû les rendre à M. Touffémont. Oh, je ne le pense pas, dit Barnett. Plutôt que d'attirer sur elle les soupçons, elle les aura brûlés. Mais il a dû les réclamer, lui, non? Comment? Il ne s'est pas aperçu de la disparition de cette liasse de documents? Pas plus que de la présence du paquet de titres. Mais quand il a ouvert son portefeuille, il ne l'a pas ouvert, il ne l'ouvre jamais. Le portefeuille de Touffémont, comme celui de beaucoup d'hommes politiques, n'est qu'un trompe-l'œil, une contenance, une menace, un rappel à l'ordre. S'il l'avait ouvert, il aurait réclamé ses documents et restitué les titres. Or, il n'a ni réclamé les uns, ni restitué les autres. Cependant, quand il travaille, il ne travaille pas. On n'est pas obligé de travailler parce qu'on a un portefeuille. Il suffit même d'avoir un portefeuille d'ancien ministre pour ne plus travailler. Un portefeuille représente le travail, la puissance, l'autorité, l'omnipotence et l'omniscience. Lorsque Touffémont, hier soir, à la Chambre des députés, j'y étais, donc je parle en connaissance de cause, a déposé sur la tribune son portefeuille d'ancien ministre, le ministère s'est senti perdu. Que de documents accablants devait contenir le portefeuille du grand travailleur, que de chiffres, que de statistiques. Touffémont le déplia, mais ne tira rien de ses deux poches gonflées. De temps à autre, tout en parlant, il appuyait la main sur le portefeuille, avec l'air de dire « Tout est là ». Or, rien n'était là, que les 12 africaines de Béchou, les titres de Gassir et de vieux journaux. C'était assez. Le portefeuille de Touffémont fit tomber le ministère. Mais comment sais-tu? Parce que, au sortir de la chambre à 1 heure du matin, comme il s'en revenait chez lui à pied, Touffémont fut heurté maladroitement par un quidam et s'étala tout son long sur le trottoir. Un autre individu, complice du quidam, ramassa le portefeuille et eut le temps de fourrer un paquet de vieux papiers à la place des titres qu'il emporta. Ai-je besoin de te dire le nom de ce deuxième individu? Alors Béchou rit de bon cœur. Oh, l'histoire lui semblait d'autant plus plaisante, l'aventure de Touffémont d'autant plus savoureuse, qu'il sentait dans sa poche les 12 africaines. Barnett fit une pirouette et s'écria « Voilà tout le secret, vieux camarade, et c'est pour arriver à découvrir ces vérités pittoresques, pour respirer l'air de la maison et pour me documenter, que j'ai dicté mes mémoires et pris des leçons de flûte. Semaine charmante, flirt au 3e étage et divertissements variés au rez-de-chaussée. Gassir, Béchou, Touffémont, petit pantin dont je tirais les ficelles. Ce qui m'a donné le plus de mal, vois-tu, c'est d'admettre que Touffémont ignorait les coupables agissements de son portefeuille et qu'il trimballait à son insu tes 12 africaines. Cela me dépassait. Et la concierge, donc, quelle surprise pour elle! Dans son fort intérieur, elle doit considérer Touffémont comme le dernier des escrocs, puisqu'elle croit que Touffémont s'est impliqué 12 africaines et le reste du paquet. Bougre de Touffémont. Dois-je prévenir? Demanda Béchou. À quoi bon? Qu'il continue donc à transporter ses vieux journaux et à dormir sur son portefeuille. Pas un mot de cette histoire à personne, Béchou.
Sauf Agassir, bien entendu, fit Béchou, puisqu'aussi bien je dois le mettre au courant en lui rapportant ses titres. Quels titres dit Barnett. Mais les titres qui lui appartiennent et que tu as trouvés dans la serviette de M. Touffémont. Oh, ça me tu es toqué, Béchou. Tu t'imagines que M. Gassir va rentrer en possession de ses titres? Dame. Barnett frappa la table du poing et subitement courroucé. Mais sais-tu ce que c'est que ton Nicolas Gassir, Béchou? Une fripouille. Comme le fils de la concierge, oui, une fripouille. Il volait ses clients, Nicolas Gassir. Il jouait avec leur argent. Pis que cela, il se préparait à le barboter. Tiens, voilà son billet de première classe pour Bruxelles, daté du jour même où il avait retiré de son coffre le paquet de titres, non pas pour les déposer dans une banque comme il l'a prétendu, mais pour filer avec. Hein. Qu'en dis-tu de ton Nicolas Gassir? Béchou n'en disait rien. Depuis le vol des 12 Africaines, le niveau de sa confiance en Nicolas Gassir avait singulièrement baissé. Mais tout de même il observa. Sa clientèle n'en est pas moins composée de braves gens. Est-il juste qu'ils soient ruinés? Bah, ils ne seront pas, fiche-toi non, je n'accepterai jamais une pareille iniquité. Eh bien, eh bien, Gassir est riche, mais il n'a plus le sou, dit Béchou. Erreur. D'après mes renseignements, il a de quoi rembourser ses clients et au-delà. Crois bien que s'il n'a pas porté plainte dès le premier jour, c'est qu'il ne veut pas que la justice mette le nez dans ses affaires. Mais menace-le de prison, tu le verras se débrouiller. De l'argent, il est millionnaire, ton Nicolas Gassir. Et le mal qu'il a fait, c'est à lui de réparer, non pas à moi. Ce qui veut dire que tu as l'intention de garder... De garder les titres? Oh, jamais de la vie. Ils sont déjà vendus. Oui, mais tu gardes l'argent. Barnett eut un accès d'indignation vertueuse. Oh, pas un instant, je ne garde rien. Alors, qu'en fais-tu? Ben, je le distribue. Mais à qui? À des amis dans le besoin, à des œuvres intéressantes que je subventionne. Oh, n'aie pas peur, Béchou, l'argent de Nicolas Gassir sera bien employé. Béchou n'en doutait pas. Cette fois encore, l'aventure se terminait par une mainmise de Barnett sur le magot. Barnett châtiait les coupables et sauvait les innocents, mais n'oubliez pas de se payer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. L'inspecteur Béchou rougit. Ne pas protester, c'était se rendre complice. Mais d'autre part, il sentait dans sa poche le précieux paquet des 12 africaines, et il savait que, sans l'intervention de Barnett, elles eussent été perdues. Était-ce le moment de se fâcher et d'entrer en lutte? Que se passe-t-il demanda Barnett. T'es pas content? Mais si, affirma l'infortuné Béchou. Oh, je suis enchanté. Alors, puisque tout va bien, souris. Béchou sourit lâchement. À la bonne heure, s'écria Barnett. C'est un plaisir de te rendre service, et je te remercie de m'en avoir donné l'occasion. Maintenant, mon vieux, séparons-nous. Tu dois être très occupé, et moi j'attends la visite d'une dame. Adieu, dit Béchou en se dirigeant vers la porte. À bientôt, fit Barnett. Béchou sortit, enchanté comme il disait, mais la conscience mal à l'aise, et résolu à fuir le damné personnage. Dehors, au tournant de la rue voisine, il avisa la jolie dactylographe, qui était certes la dame attendue par Barnett. 2 jours plus tard, d'ailleurs, il aperçut Barnett au cinéma en compagnie de la non moins jolie mademoiselle Aveline
professeur de flûte.